Imaginez une créature qui pesait jusqu'à 1000 kilogrammes, plus lourde qu'un bison, plus massive qu'un lion des cavernes. Une bête dont les griffes pouvaient fendre le roc, dont le crâne atteignait la taille d'un tonneau, dont le rugissement se répercutait sur les parois de grottes profondes de plusieurs centaines de mètres. Ce n'est pas une invention du cinéma. Ce n'est pas un monstre sorti d'un roman fantastique. C'était réel. Et pendant des centaines de milliers d'années, cette créature a régné sur l'Europe entière, des plaines glacées de ce qui est aujourd'hui l'Espagne, jusqu'aux montagnes de l'Ural, des forêts brumeuses des Carpates, jusqu'aux falaises calcaires des Alpes. Son nom, Ursus spelaeus, l'ours des cavernes. Et voici ce qui rend son histoire véritablement troublante. Cet animal colossal, ce souverain absolu des écosystèmes glaciaires européens, a disparu. Complètement. Définitivement. Il y a environ 24 000 ans, il n'en restait plus un seul sur Terre. Mais pourquoi? C'est là que commence l'enquête. Parce que les paléontologues ont retrouvé ces ossements par millions, littéralement par millions, dans des grottes à travers toute l'Europe. Certaines cavernes contenaient les restes de plusieurs milliers d'individus, accumulés sur des générations et des générations. L'ours des cavernes est l'un des animaux préhistoriques les mieux documentés de l'histoire de la paléontologie. Et pourtant, la cause exacte de sa disparition reste l'un des débats les plus vifs de la science moderne. Le réchauffement climatique, la compétition pour les ressources, une maladie, ou bien l'homme. Parce que n'oublions pas ce détail, au moment où l'ours des cavernes a disparu, un autre prédateur venait tout juste d'arriver en Europe. Un prédateur sans griffes acérées, sans fourrure épaisse, sans crocs impressionnants. Un prédateur fragile, en apparence. Mais un prédateur qui portait des lances, maîtrisait le feu et peignait les murs des grottes. Homo sapiens, 2 espèces, un territoire, et à la fin, une seule a survécu. Dans ce documentaire, nous allons remonter le temps jusqu'au Pléistocène moyen, il y a environ 500 000 ans, pour suivre l'histoire complète d'Ursus spelaeus, sa naissance en tant qu'espèce, son ascension au sommet de la chaîne alimentaire européenne, son anatomie extraordinaire, ses comportements fascinants, et enfin, sa chute. Une chute que la science n'a toujours pas complètement expliquée. Préparez-vous. Parce que l'histoire de l'ours des cavernes n'est pas seulement celle d'un animal disparu. C'est l'histoire d'un monde entier qui s'est effondré. Et quelque part dans cet effondrement, il y a peut-être un miroir tendu vers nous. Revenons en arrière, très loin en arrière. Nous sommes au Pléistocène moyen, il y a environ 500 000 ans. L'Europe que vous connaissez n'existe pas encore, pas dans sa forme actuelle. Les frontières, les villes, les routes, les noms de pays, tout cela est une invention de la veille, à l'échelle géologique. Ce qui existe, c'est quelque chose de radicalement différent. Quelque chose de brutal, de grandiose et d'infiniment vivant. Imaginez un continent dominé par les cycles glaciaires. Le climat pulse comme un cœur géant. Des périodes de froid intense alternant avec des phases de réchauffement relatif sur des dizaines de milliers d'années. Les glaciers avancent depuis le nord, recouvrant la Scandinavie, le nord de la Grande-Bretagne, une grande partie de l'Allemagne actuelle sous des couches de glace épaisses de plusieurs kilomètres. Puis ils reculent, puis ils reviennent. Et dans cet espace entre la glace et la mer Méditerranée, la vie s'organise avec une intensité remarquable. Les forêts de conifères et de bouleaux s'étendent à perte de vue. Les vallées fluviales débordent de végétation pendant les périodes chaudes, des prairies immenses, des zones humides, des forêts mixtes denses où la lumière perce à peine. Et dans ces forêts, une faune d'une richesse que le monde moderne ne connaît plus. Des mammouths laineux qui broutent dans les plaines ouvertes, des rhinocéros laineux dont les cornes mesurent plus d'1 mètre, des mégacéros aux bois gigantesques, des chevaux sauvages, des aurochs, des cerfs géants, des loups, des lions des cavernes, des hyènes des cavernes. C'est dans ce monde que naît Ursus spelaeus. Mais pour comprendre sa naissance en tant qu'espèce, il faut remonter encore plus loin, jusqu'à son ancêtre direct, Ursus deningeri, l'ours de Denninger. Ce grand plantigrade vivait en Europe il y a environ 1 million d'années, et les paléontologues considèrent aujourd'hui qu'Ursus spelaeus en est issu par une évolution progressive. Pas une rupture brutale, pas une transformation spectaculaire du jour au lendemain, mais une lente modification morphologique sur des centaines de milliers de générations. Comment le sait-on? Grâce aux ossements. Les gisements fossilifères européens ont livré une séquence remarquablement continue de restes d'ursidés.
permettant aux chercheurs de retracer cette lignée avec une précision rare en paléontologie. Les sites de la grotte de Mixnitz en Autriche, de la grotte de Peer en France et de Cueva Mayor en Espagne ont fourni des matériaux essentiels à cette reconstruction évolutive. Les études morphométriques, c'est-à-dire les mesures précises et comparées des formes osseuses, montrent une augmentation progressive de la taille du crâne, une modification de la dentition et une spécialisation croissante du squelette. Car c'est là l'une des choses les plus fascinantes chez l'ours des cavernes. Son anatomie témoigne d'une spécialisation poussée à l'extrême. Une spécialisation qui lui a permis de conquérir un écosystème entier et qui, paradoxalement, a peut-être contribué à sa perte. Mais n'anticipons. Ursus spelaeus atteint sa forme définitive, celle que nous reconnaissons dans les fossiles les mieux conservés il y a environ 250 000 ans. À partir de là, il va dominer les paysages européens pendant plus de 225 000 ans. Pour vous donner une idée de l'échelle, l'Homo sapiens anatomiquement moderne n'existe en tant qu'espèce que depuis environ 300 000 ans. L'ours des cavernes, dans sa forme classique, a donc occupé l'Europe pendant les 3/4 de l'existence de notre propre espèce. Ce n'est pas un animal marginal, ce n'est pas une curiosité évolutive, c'est un règne. Alors, à quoi ressemblait-il vraiment? Commençons par ce qui frappe immédiatement quand on observe un squelette reconstitué d'ours des cavernes. Le premier musée où l'on peut en voir un de taille imposante et bien préservé est le Muséum d'histoire naturelle de Vienne, en Autriche. Et l'effet est saisissant. La taille d'abord. Un mâle adulte d'Ursus spelaeus mesurait, debout sur ses pattes arrière, entre 2,50 m et 3,50 m. Debout, sur ses pattes arrière. Ce qui signifie qu'il pouvait regarder dans les yeux un être humain perché au premier étage d'un bâtiment. Sa longueur au garrot, c'est-à-dire à 4 pattes, atteignait environ 1,70 m, parfois davantage. C'est la hauteur d'un homme adulte moyen. Et le poids. C'est là que les chiffres deviennent presque incroyables. Les estimations varient selon les individus et les méthodes de calcul, mais les études biométriques publiées dans le Journal of Vertebrate Paleontology indiquent que les mâles les plus massifs pouvaient dépasser les 800 kg. Certains spécimens exceptionnels auraient pu atteindre 1000 kg, 1 tonne. Pour comparaison, un grizzly adulte pèse entre 180 et 360 kg. Un ours polaire mâle, le plus grand carnivore terrestre actuel, dépasse rarement les 700 kg. L'ours des cavernes surpassait donc régulièrement ses cousins modernes en masse corporelle. Mais ce qui rend le crâne d'Ursus spelaeus vraiment remarquable, c'est son profil. Regardez-le de profil. Le front est bombé, presque vertical, formant une bosse proéminente juste au-dessus des arcades orbitaires. Ce dôme frontal caractéristique est l'un des critères morphologiques qui permettent aux paléontologues d'identifier immédiatement l'espèce. Il résulte du développement extraordinaire des muscles masticateurs, des muscles si puissants qu'ils ont, au fil des générations, remodelé la forme même du crâne pour s'y attacher. Pourquoi des muscles masticateurs aussi développés? La réponse se trouve dans la dentition. Et c'est ici que l'ours des cavernes commence à révéler ses véritables secrets. Contrairement à ce que son nom et son aspect imposant pourraient laisser croire, Ursus spelaeus n'était pas principalement carnivore. Les analyses isotopiques des ossements, en particulier les mesures des rapports isotopiques de l'azote 15 et du carbone 13, effectuées notamment par des équipes de l'Université de Bristol et publiées dans le journal Quaternary International, montrent clairement que le régime alimentaire de l'ours des cavernes était massivement végétarien. À plus de 90% dans certains cas, racines, tubercules, herbes, feuilles, baies, champignons. Voilà ce que mangeait principalement ce colosse d'1 tonne. Ses molaires en témoignent. Elles sont larges, plates, avec des crêtes complexes parfaitement adaptées au broyage des matières végétales fibreuses. Ces canines, bien que présentes et imposantes, sont proportionnellement moins développées que chez les ours bruns contemporains, eux-mêmes moins carnivores que les ours polaires. La morphologie dentaire complète d'Ursus spelaeus le place clairement du côté herbivore du spectre alimentaire des ursidés. Ce qui ne signifie pas qu'il était inoffensif, loin. Un herbivore d'1 tonne, avec des griffes de 15 cm capables de déchirer l'écorce des arbres, des muscles masticateurs pouvant broyer des os, et une force brute capable de renverser un bison.
ce n'est pas une proie facile. C'est un adversaire redoutable pour n'importe quel prédateur de son époque, y compris le lion des cavernes, Panthera spelaea, lui-même colossal. Et puis, il y a les grottes. Le nom même d'ours des cavernes dit tout. Ursus spelaeus, spelaeus vient du grec spelaion, qui signifie caverne. Cette espèce entretenait avec les grottes une relation si profonde, si constante, si structurante, qu'elle est devenue constitutive de son identité zoologique. Mais pourquoi les grottes? La réponse la plus évidente est l'hibernation. Comme les ours modernes, Ursus spelaeus passait les mois d'hiver dans un état de torpeur métabolique profonde, réduisant sa température corporelle, son rythme cardiaque, sa consommation d'oxygène, pour survivre à des mois de froid intense et de disette alimentaire. Et pour hiberner, une caverne offre l'environnement idéal, une température stable, une protection contre les prédateurs, un abri contre les éléments. Mais la relation de l'ours des cavernes avec les grottes allait bien au-delà de la simple hibernation. Et c'est ce que nous allons découvrir ensemble dans la prochaine partie de cette enquête. Les grottes parlent. Pas métaphoriquement, littéralement. Si vous savez les lire, les parois calcaires d'une caverne préhistorique sont une archive extraordinaire. Un enregistrement silencieux de tout ce qui s'est passé là, sur des dizaines de milliers d'années. Les sédiments s'accumulent couche par couche comme les pages d'un livre. Les ossements se déposent, se fossilisent, se conservent dans l'obscurité et l'humidité stable. Les traces restent gravées dans l'argile molle du sol. Et dans des centaines de grottes à travers l'Europe, ces archives racontent la même histoire. L'histoire d'Ursus spelaeus. Commençons par les chiffres, parce qu'ils sont vertigineux. La grotte de Mixnitz, dans les Alpes styriennes en Autriche, a livré les restes de plus de 30 000 individus. 30 000 ours des cavernes, dans une seule grotte. La grotte de Peștera Cuoaz en Roumanie, dont le nom signifie littéralement « la grotte avec des os », a fourni des milliers de spécimens. La grotte de Conturine, dans les Dolomites italiennes, découverte en 1987 à plus de 2600 mètres d'altitude, contenait les ossements de plusieurs centaines d'individus. La Troue du Sureau en Belgique, les grottes de la chaîne des Pyrénées, les sites karstiques des Carpates, les cavernes du Caucase, partout la même abondance extraordinaire. Au total, on estime que les ossements d'ours des cavernes représentent plus de 90% de l'ensemble des restes de grands mammifères retrouvés dans les grottes européennes du Pléistocène. 90%. Ce n'est pas un animal qui fréquentait les grottes, c'est un animal dont les grottes étaient le centre du monde. Mais que nous disent précisément ces ossements sur le comportement de l'espèce? La première chose qu'ils révèlent, c'est la mortalité hivernale. Une proportion remarquablement élevée des squelettes retrouvés dans les grottes appartient à des individus morts pendant l'hibernation. Comment le sait-on? Grâce à la position des squelettes, grâce à l'analyse des stries de croissance sur les os, des lignes microscopiques qui s'impriment dans le tissu osseux comme des cernes dans un tronc d'arbre et permettent de déterminer la saison du décès, et grâce au profil démographique révélé par les assemblages osseux. Les recherches publiées dans le journal Paléogéographie, Paléoclimatologie, Paléoécologie par des équipes austro-allemandes dans les années 2000 montrent que la majorité des individus retrouvés morts dans les grottes étaient soit très jeunes, soit très vieux, soit affaiblis par une pathologie. Ce sont les victimes de l'hibernation, des individus qui n'avaient pas accumulé suffisamment de réserves graisseuses pour survivre au mois d'hiver et qui se sont simplement éteints dans leur sommeil au fond de la grotte. C'est une image à la fois paisible et poignante. Des créatures colossales qui s'endorment dans l'obscurité et ne se réveillent plus jamais. Mais la mortalité hivernale n'est pas la seule histoire que racontent les ossements. Regardez de près les pathologies enregistrées dans les squelettes d'ours des cavernes. Elles sont extraordinairement nombreuses. Les paléopathologistes, des spécialistes qui étudient les maladies et traumatismes dans les fossiles, ont documenté chez Ursus spelaeus des taux de pathologie osseuse nettement supérieurs à ceux observés chez les ours modernes. Arthrose sévère des articulations, particulièrement dans les vertèbres et les membres postérieurs. Carence nutritionnelle grave inscrite dans la structure même des os. Fractures cicatrisées témoignant de chocs violents. Pathologie dentaire, caries, abcès, usure excessive des molaires, qui parlent d'un régime alimentaire parfois difficile à broyer, parfois insuffisant. Qu'est-ce que tout cela nous dit? Que la vie d'un ours des cavernes était dure, physiquement épuisante, constamment soumise à la pression des saisons, des ressources alimentaires, de la compétition pour les abris. Et parlons justement de cette compétition pour les grottes.
Une caverne bien orientée, avec un couloir d'entrée pas trop large, une chambre intérieure vaste et stable en température. C'est une ressource précieuse dans le monde du Pléistocène. Précieuse non seulement pour l'ours des cavernes, mais pour une multitude d'autres espèces. Le lion des cavernes, Panthera spelaea, utilisait lui aussi les grottes comme tanière. La hyène des cavernes, Crocuta spelaea, y établissait ses repères. Et plus tard, beaucoup plus tard, mais nous y viendrons, les humains ont compris la valeur de ces espaces souterrains. Les traces de cette compétition sont lisibles dans les archives fossiles. Dans certaines grottes, les ossements de lions des cavernes et d'ours des cavernes se retrouvent dans les mêmes niveaux stratigraphiques, parfois mêlés, témoignant d'une cohabitation forcée ou d'affrontements répétés pour le contrôle des lieux. Des griffures caractéristiques sur les parois calcaires, profondes, parallèles, situées à hauteur d'épaule d'un animal dressé, témoignent du marquage territorial de l'ours des cavernes. Ces stries, retrouvées dans des dizaines de grottes européennes, sont l'une des signatures les plus reconnaissables de l'espèce. Dans la grotte Chauvet, en Ardèche, ces griffures d'ours des cavernes coexistent sur les mêmes parois avec les peintures rupestres de l'Homo sapiens. Deux espèces, deux formes d'intelligence, deux façons d'habiter le même espace souterrain, à des époques qui se chevauchent peut-être. Nous reviendrons sur Chauvet, parce que cette grotte est au cœur de l'une des questions les plus troublantes de toute cette histoire. Mais d'abord, parlons de la vie quotidienne d'Ursus spelaeus hors de la grotte, de sa vie en surface, dans ce monde glaciaire d'une beauté et d'une brutalité absolue. Imaginez le printemps dans les Alpes il y a 50 000 ans. Les glaciers reculent légèrement sous l'effet d'une oscillation climatique temporaire. Les versants exposés au sud se couvrent de végétation, herbes, fleurs alpines, arbustes, buissons de baies. Les rivières de fonte glaciaire grossissent, tumultueuses, transparentes, chargées de minéraux. Et de la gueule sombre d'une grotte orientée vers le sud, une silhouette massive émerge lentement dans la lumière. Un mâle adulte, peut-être 800 kg. Affaibli par l'hibernation, il a perdu jusqu'à 40% de sa masse corporelle pendant les mois d'hiver, comme en témoignent les analyses des variations de densité osseuse entre les saisons, publiées dans le journal Boreas. Il est étourdi, ses muscles sont atrophiés, ses réserves graisseuses sont épuisées. Mais il est vivant. Et maintenant commence une course contre la montre. Avant que l'hiver suivant revienne, dans 7 ou 8 mois, cet animal doit consommer des dizaines de milliers de calories. Il doit reconstituer ses réserves. Il doit préparer son corps pour la prochaine hibernation. Alors il mange. Il mange sans relâche, avec une intensité que les biologistes appellent hyperphagie. Une phase d'alimentation compulsive, physiologiquement programmée, qui prend possession de l'animal à l'approche de l'automne. Les analyses isotopiques des ossements montrent que la composition du régime alimentaire variait significativement selon les saisons. Au printemps, les ours des cavernes consommaient surtout des herbes tendres et des pousses fraîches, riches en azote. En été, ils se tournaient vers les baies, les tubercules, les racines. En automne, ils maximisaient les apports caloriques denses, noix, glands dans les zones plus méridionales, parfois de la viande opportuniste. Parce que l'ours des cavernes n'était pas strictement végétarien. Strictement herbivore à plus de 90%, oui. Mais les 10% restants laissaient de la place pour de l'opportunisme carnivore. Des charognes d'animaux morts, des petits mammifères, peut-être des poissons dans les cours d'eau. Pas un chasseur actif, mais pas non plus un pacifiste absolu. Et cette nuance est importante, parce qu'elle va compliquer considérablement la question de la relation entre l'ours des cavernes et les hommes préhistoriques. Une autre dimension fascinante de la biologie d'Ursus spelaeus concerne sa structure sociale, ou plutôt son absence apparente. Contrairement aux lions des cavernes, qui chassaient probablement en groupe, les ours des cavernes semblent avoir été des animaux essentiellement solitaires, se regroupant uniquement lors des périodes d'hibernation dans les grandes cavernes. Les études taphonomiques, c'est-à-dire l'analyse des conditions de dépôt et de fossilisation des ossements, menées dans des sites comme la grotte de Potočka Žižalka en Slovénie, montrent que des dizaines d'individus pouvaient partager simultanément une même caverne en hiver, dans une proximité contrainte mais apparemment tolérée. C'est une image étrange et fascinante, des créatures solitaires, farouchement indépendantes le reste de l'année, qui se retrouvent entassées dans l'obscurité d'une grotte, leur souffle condensé se mêlant dans l'air froid, leur corps massif reposant côte à côte dans une trêve imposée par la survie. Cette cohabitation hivernale forcée avait peut-être des avantages thermiques,
la chaleur corporelle de plusieurs individus contribuant à maintenir la température de la grotte légèrement au-dessus de celle de l'extérieur. Mais elle avait aussi des coûts: compétition pour les meilleurs emplacements, risque de transmission de pathologies, perturbation mutuelle du sommeil hivernal. Et puis il y avait les petits. La reproduction d'Ursus speleus reste un sujet partiellement obscur, mais les analogies avec les ours modernes et les données fossiles disponibles permettent d'esquisser un tableau. Les femelles donnaient probablement naissance à 1 ou 2 oursons pendant l'hibernation, de minuscules créatures aveugles et sans défense, d'environ 500 grammes à la naissance, qui passaient leurs premiers mois collés contre le corps chaud de leur mère, se nourrissant de son lait riche en graisse pendant qu'elle dormait à demi dans sa torpeur hivernale. Ces petits étaient vulnérables, extraordinairement vulnérables. Les ossements de juvéniles retrouvés dans les grottes représentent une proportion significative des assemblages fossiles, et leur état témoigne d'une mortalité juvénile élevée. Beaucoup mouraient pendant leur premier hiver. D'autres succombaient au printemps, à l'émergence, quand la compétition pour les ressources atteignait son paroxysme. Ceux qui survivaient grandissaient vite. Un ourson d'ours des cavernes pouvait atteindre la taille d'un ours brun adulte avant la fin de sa première année. Mais la maturité sexuelle complète n'était probablement atteinte qu'à 5 ou 6 ans, et l'espérance de vie maximale, inscrite dans les stries de croissance des os les plus vieux retrouvés dans les sites fossiles, ne dépassait généralement pas 20 ans. 20 ans. Pour une créature d'une tonne, 20 ans c'est une vie courte. Une vie intense, physiquement exigeante, constamment suspendue entre la satiété de l'été et le péril de l'hiver. Et pourtant, pendant 225 000 ans, cette équation a fonctionné. L'ours des cavernes naissait, grandissait, hibernait, se reproduisait, mourait, et ses ossements s'accumulaient dans les grottes d'Europe comme une bibliothèque de pierre, attendant patiemment les paléontologues du XXe siècle. Puis quelque chose a changé. Quelque chose d'abord imperceptible. Une pression nouvelle, venue de l'horizon de l'évolution. Une perturbation dans l'équilibre délicat entre ce colosse végétarien et son environnement. Et pour comprendre ce changement, il faut d'abord comprendre le monde dans lequel il s'est produit. Le monde du Pléistocène tardif. Un monde en crise. Le Pléistocène tardif, entre 120 000 et 11 700 ans avant notre ère. Dites ce mot à voix haute. Pléistocène. Il sonne comme quelque chose de lointain, d'abstrait, de géologiquement froid. Mais derrière ce mot se cache l'un des chapitres les plus dramatiques de l'histoire de la vie sur Terre. Une époque de contrastes absolus, de bouleversements climatiques répétés, d'extinctions en cascade et de transformations irréversibles. C'est l'époque où se joue le destin d'Ursus spelaeus. Pour comprendre ce qui arrive à l'ours des cavernes, il faut d'abord comprendre ce que le climat fait à son monde. Parce que le Pléistocène tardif n'est pas une période stable, c'est une période de pulsation, de cycles, de chaos climatique organisé. Les scientifiques ont un nom pour ces cycles, les cycles de Milankovitch. Il s'agit de variations périodiques dans l'orbite terrestre autour du Soleil et dans l'inclinaison de l'axe de rotation de la Terre. Des variations qui modifient la quantité d'énergie solaire reçue par les différentes régions du globe sur des échelles de temps de 20 000, 40 000 et 100 000 ans. Ces cycles provoquent des glaciations, des périodes où les calottes glaciaires s'étendent vers le sud, où les températures moyennes chutent de plusieurs degrés, où les écosystèmes entiers se contractent, migrent ou disparaissent. Et au cours du Pléistocène tardif, l'Europe subit l'une des glaciations les plus intenses de son histoire récente, le dernier maximum glaciaire, qui atteint son pic il y a environ 21 000 ans. À ce moment précis, la calotte glaciaire scandinave recouvre toute la Scandinavie, le nord de la Grande-Bretagne, le nord de l'Allemagne et de la Pologne, sous une couche de glace pouvant atteindre 3 km d'épaisseur. Les Alpes sont entièrement glacées. Les Pyrénées sont couvertes de glaciers. La mer du Nord n'existe pas encore. C'est une plaine sèche et venteuse, un paysage de toundra stépique balayé par des vents arctiques. La steppe à mammouth, cet écosystème unique qui s'étendait de l'Atlantique jusqu'à la Sibérie et au-delà, est à son apogée géographique, mais commence à se fragmenter. Les zones refuges se réduisent. Les ressources alimentaires se concentrent dans des zones de plus en plus étroites. Pour l'ours des cavernes, dont le régime alimentaire dépend massivement de la végétation, herbes, racines, baies, tubercules. Cette contraction des zones végétalisées est une catastrophe en ralenti. Les études palynologiques,
l'analyse des pollens fossilisés extraits des sédiments lacustres et tourbeux permettent de reconstituer avec une précision remarquable l'évolution de la couverture végétale européenne au cours de cette période. Les résultats, publiés notamment dans les travaux de l'équipe de Rachid Chedadi à l'Université de Montpellier, montrent une contraction spectaculaire des forêts mixtes et des prairies tempérées au profit de la toundra steppique et des déserts périglaciaires. Moins de végétation, moins de calories disponibles, moins de grottes accessibles dans des zones non glacées. Et dans ce contexte de stress environnemental croissant, un autre facteur entre en jeu, un facteur bipède. Homo sapiens arrive en Europe il y a environ 45 000 ans. Il vient du Moyen-Orient, suivant les corridors écologiques qui longent la Méditerranée et remontent vers le nord. Il porte avec lui des technologies nouvelles, des lames de silex finement retouchées, des propulseurs qui multiplient la portée et la force des javelots, des aiguilles d'os pour coudre des vêtements ajustés, des lampes à graisse pour éclairer l'obscurité. Et il connaît la valeur des grottes. La rencontre entre Homo sapiens et Ursus spelaeus n'est pas une rencontre entre un prédateur et une proie dans le sens classique du terme. C'est quelque chose de plus complexe, de plus ambigu, de plus troublant. Les preuves archéologiques montrent que les humains du Paléolithique supérieur interagissaient avec l'ours des cavernes de multiples façons. Dans certains sites, on retrouve des ossements d'ours des cavernes portant des traces de découpe, des stries fines et nettes, caractéristiques d'un outil lithique glissant le long d'un os pour en détacher la viande. Ces traces ont été documentées notamment dans les sites de la grotte de Vogelerde en Allemagne et de plusieurs sites pyrénéens, ce qui signifie que les humains consommaient parfois de l'ours des cavernes. Mais chassaient-ils activement ces colosses? C'est là que le débat scientifique devient passionné. Pendant longtemps, l'image dominante était celle du chasseur paléolithique affrontant courageusement l'ours des cavernes dans un combat épique. Cette image est gravée dans l'imaginaire collectif. Elle est au cœur de romans, de reconstitutions muséographiques, de documentaires anciens. L'homme primitif, armé de sa sagaie, face aux monstres des cavernes. Mais la science a progressivement nuancé, et parfois démoli, ce tableau romantique. Les recherches de l'archéozoologue Eugène Morin et de ses collègues, publiées dans le Journal of Archaeological Science, montrent que les traces de boucherie sur les ossements d'ours des cavernes sont relativement rares comparées aux traces observées sur d'autres espèces comme le renne ou le cheval. Ce qui suggère que l'ours des cavernes n'était pas une proie de choix, ni une cible habituelle de la chasse humaine. Alors comment interpréter les quelques preuves de consommation humaine? Plusieurs hypothèses coexistent. Peut-être les humains récupéraient-ils principalement des charognes, des ours morts pendant l'hibernation, découverts au printemps à l'entrée des grottes. Peut-être capturaient-ils occasionnellement des individus affaiblis, des juvéniles, des animaux pris dans des pièges naturels. Peut-être la chasse active à l'ours des cavernes existait-elle, mais comme un événement exceptionnel, un acte rituel, une épreuve initiatique, et non une pratique alimentaire courante. Et puis il y a une dimension que les seuls ossements ne peuvent pas nous révéler entièrement, la compétition pour l'espace. Voici la question qui change tout. L'ours des cavernes avait besoin des grottes pour survivre. Pas comme confort, pas comme préférence, comme nécessité physiologique absolue. Sans une grotte suffisamment grande, suffisamment profonde, suffisamment stable thermiquement, il mourait pendant l'hiver. Sa survie était littéralement suspendue à l'accès à cet abri souterrain. Or, au même moment, Homo sapiens découvrait lui aussi la valeur des grottes. Non pas pour hiberner, les humains ne s'endorment pas pendant l'hiver, mais pour s'abriter du froid glaciaire, pour entreposer des outils et des réserves alimentaires, pour allumer des feux, pour dormir à l'abri du vent et des prédateurs. Et pour peindre. Parce que les grottes ornées du Paléolithique supérieur, Chauvet, Lascaux, Altamira, Pêche-Merle et des dizaines d'autres, témoignent d'une appropriation profonde et durable de l'espace souterrain par l'Homo sapiens. Ces grottes n'étaient pas seulement des abris. Elles étaient des lieux chargés de sens, des espaces rituels, des cathédrales de pierre. Et sur les parois de ces cathédrales, on retrouve des représentations d'ours. Dans la grotte Chauvet, datée à environ 36 000 ans avant notre ère, les ours des cavernes sont présents, à la fois dans les peintures et dans les ossements. Un crâne d'ours des cavernes a été retrouvé posé sur un rocher au centre d'une salle, dans une position qui semble délibérée, intentionnelle. Mise en scène rituelle, offrande, marquage territorial symbolique.
Les archéologues ne s'accordent pas. Mais l'image est là, indéniable. Un crâne d'ours des cavernes, posé par des mains humaines, au cœur d'une grotte ornée de peintures vieilles de 36 000 ans. Deux espèces, un même espace souterrain, des relations que nous ne comprenons pas encore complètement. Et dehors, pendant ce temps, le froid continue d'avancer. 30 000 ans avant notre ère, l'Europe est un monde en compression. Les glaciers du Nord poussent vers le sud comme une main géante qui referme ses doigts. Les zones habitables se rétrécissent. Les écosystèmes qui existaient depuis des dizaines de milliers d'années se fragmentent, se disloquent, disparaissent. Et quelque chose commence à changer dans les populations d'Ursus spelaeus. Quelque chose d'imperceptible d'abord. Pas une catastrophe soudaine, pas un effondrement brutal, mais une lente érosion, comme une falaise que la mer ronge millimètre par millimètre, siècle après siècle, jusqu'au jour où une portion entière s'effondre dans les vagues. Les paléontologues ont un outil remarquable pour mesurer cette érosion, l'analyse génétique des ossements fossiles. Et les résultats obtenus au cours des 20 dernières années ont profondément transformé notre compréhension de la fin d'Ursus spelaeus. Tout commence avec une révolution technologique, l'extraction et le séquençage de l'ADN ancien. L'ADN se dégrade avec le temps. Après des dizaines de milliers d'années, il ne reste que des fragments, des bribes, des morceaux de code génétique dispersés dans la matrice osseuse. Mais les techniques modernes permettent de reconstituer ces fragments, de les assembler, de les lire. En 2021, une étude publiée dans la revue Scientific Reports par une équipe internationale coordonnée par Axel Barlow de l'Université de Potsdam a analysé l'ADN mitochondrial de plus de 350 spécimens d'ours des cavernes provenant de sites répartis à travers toute l'Europe. Les résultats sont saisissants. La diversité génétique d'Ursus spelaeus commence à chuter de manière significative il y a environ 40 000 ans. Pas il y a 24 000 ans, le moment de l'extinction finale. 40 000 ans, c'est-à-dire précisément au moment où Homo sapiens arrive en Europe. Coïncidence? Peut-être. La science ne se satisfait pas des coïncidences. Il faut des mécanismes, des preuves, des causalités démontrées. Alors cherchons les mécanismes. Le premier mécanisme possible est le plus direct, la chasse. Si les humains chassaient activement les ours des cavernes, même de manière occasionnelle, l'effet sur une population déjà fragilisée par le stress climatique pouvait être dévastateur. Les modèles démographiques publiés dans le journal Quaternary Science Reviews montrent qu'une espèce à reproduction lente, comme l'ours des cavernes, qui ne produisait qu'un ou deux petits tous les 2 ou 3 ans, est extrêmement vulnérable à une augmentation même modeste de la mortalité adulte. Tuer quelques dizaines de femelles reproductrices par génération suffit, dans certains scénarios, à déclencher une spirale de déclin irréversible. Mais comme nous l'avons vu, les preuves directes de chasse intensive restent limitées. Les traces de boucherie sont rares. Les pointes de saguet fichées dans les ossements d'ours sont exceptionnelles. Alors le deuxième mécanisme, la compétition indirecte. Et c'est peut-être le plus insidieux. Imaginez un réseau de grottes dans une région montagneuse, disons les Pyrénées, il y a 35 000 ans. Chaque grotte est une ressource limitée et précieuse. Un ours des cavernes a besoin d'une caverne spécifique, suffisamment grande pour abriter son corps massif, suffisamment profonde pour maintenir une température stable, avec une entrée pas trop exposée au vent du nord. Ces grottes existent, mais elles ne sont pas infinies. Et maintenant, dans cette même région, des groupes humains commencent à s'installer. Ils repèrent les meilleures grottes, celles qui sont bien orientées, bien protégées, proches des sources d'eau et des zones de chasse. Ils y allument des feux, ils y dorment, ils y reviennent saison après saison. Une grotte occupée par des humains avec un feu permanent n'est plus accessible à un ours des cavernes. Pas parce que les humains ont tué l'ours, mais parce que la présence humaine, les odeurs, la fumée, le bruit, les flammes, suffit à rendre la grotte inutilisable pour un animal dont la survie hivernale dépend d'un environnement calme et stable. C'est ce que les chercheurs appellent la compétition par interférence, et ces effets peuvent être aussi meurtriers que la prédation directe, sans laisser presque aucune trace dans le registre archéologique. Des modélisations informatiques de cette compétition spatiale, publiées dans le journal PLOS ONE en 2019 par une équipe de l'université de Tübingen, suggèrent que même un taux relativement faible d'occupation humaine des grottes, de l'ordre de 10 à 20% des cavernes disponibles dans une région donnée,
pouvaient suffire à perturber significativement les cycles d'hibernation des ours des cavernes locaux, augmentant leur mortalité hivernale et réduisant leur succès reproducteur. 10 à 20%, ce n'est pas une invasion, ce n'est pas une extermination délibérée, c'est juste une présence. Une présence qui s'installe, qui s'étend lentement, qui occupe les meilleures positions et qui laisse de moins en moins de place. Mais il vient un troisième mécanisme, un mécanisme que les scientifiques ont longtemps sous-estimé et qui est peut-être le plus fondamental de tous. La nourriture. Rappelez-vous, l'ours des cavernes était herbivore à plus de 90%. Sa survie dépendait de la disponibilité de vastes zones de végétation productive, prairies alpines, forêts mixtes, zones humides riches en tubercules et en racines. Et au cours du Pléistocène tardif, cette végétation était en train de disparaître sous la pression du froid croissant. Les analyses isotopiques des ossements d'ours des cavernes provenant de sites datés entre 50 000 et 25 000 ans montrent une évolution troublante. La signature isotopique de l'azote dans les os, un marqueur fiable de la position dans la chaîne alimentaire et de la qualité du régime alimentaire, révèle une dégradation progressive de la qualité nutritionnelle des individus au fil du temps. Les ours des cavernes de la fin de la période étaient moins bien nourris que leurs ancêtres. Leurs os étaient plus poreux, plus fragiles, témoignant d'un stress métabolique chronique. Des animaux affamés, des animaux qui passaient leur été à accumuler des réserves insuffisantes, des animaux qui entraient en hibernation avec trop peu de graisse pour survivre à un hiver long et rigoureux. Et les hivers du dernier maximum glaciaire étaient longs et très rigoureux. Les données paléoclimatiques extraites des carottes de glace du Groenland, notamment le projet NGRIP, North Greenland Ice Core Project, permettent de reconstituer les températures européennes avec une résolution temporelle remarquable. Ces données montrent que dans les siècles précédant l'extinction de l'ours des cavernes, l'Europe a traversé plusieurs épisodes de froid extrême, d'une intensité et d'une durée sans précédent depuis des centaines de milliers d'années. La combinaison de ces trois facteurs, chasse humaine même modeste, compétition pour les grottes, effondrement des ressources alimentaires sous la pression climatique, forment ce que les paléoécologues appellent un effet de vortex d'extinction. Chaque facteur seul aurait peut-être été surmontable. Ensemble, ils se renforcent mutuellement dans une spirale descendante dont il est presque impossible de sortir. Imaginez une population d'ours des cavernes dans les Carpates, il y a 28 000. Quelques centaines d'individus répartis sur un territoire de plusieurs milliers de kilomètres carrés. Les femelles reproductrices sont peut-être quelques dizaines. C'est sur elles que repose l'avenir de la population locale. Elles ont besoin de grottes spécifiques pour mettre bas et élever leurs petits. Elles ont besoin de territoires riches en végétation pour accumuler les réserves nécessaires. Elles ont besoin de plusieurs années sans perturbation majeure pour élever chaque portée jusqu'à l'autonomie. Maintenant, introduisez une pression supplémentaire sur chacun de ces besoins simultanément. Quelques grottes occupées par des humains, une végétation légèrement appauvrie par le refroidissement, une mortalité hivernale légèrement accrue, un succès reproducteur légèrement réduit, légèrement. Mais sur 10 générations, 100 à 150 ans, ces légères pressions cumulées réduisent la population de moitié. Sur 20 générations, elle est réduite à un quart. Les individus restants sont plus dispersés, les rencontres entre mâles et femelles moins fréquentes, le succès reproducteur encore réduit. La spirale s'emballe. Et quelque part dans les Carpates, dans les Alpes, dans les Pyrénées, dans le Caucase, les derniers ours des cavernes vivent leurs dernières années sans savoir qu'ils sont les derniers. Ils hibernent dans leurs grottes comme leurs ancêtres l'ont fait pendant 225 000 ans. Ils émergent au printemps, affaiblis, dans un monde qui leur laisse de moins en moins de place. Ils ne savent pas qu'ils sont en train de perdre une guerre, mais ils la perdent. Les dernières datations radiométriques disponibles situent les derniers spécimens d'Ursus spelaeus entre 24 000 et 27 000 ans avant notre ère, avec une concentration des dates terminales autour de 24 000. Ce sont des dates obtenues par la méthode du carbone 14 sur des ossements provenant de sites alpins, notamment la grotte de Conturine et plusieurs sites autrichiens. Une étude de 2020, publiée dans le journal Quaternary Science Reviews par Hervé Botscherens et ses collaborateurs de l'université de Tübingen, a affiné ces datations et confirmé que l'extinction d'Ursus spelaeus était un phénomène progressif
s'étalant sur plusieurs millénaires, avec des populations régionales disparaissant à des moments différents. Pas une catastrophe soudaine, pas un astéroïde, pas une épidémie foudroyante, une érosion. Lente, implacable, irréversible. Et quand le dernier ours des cavernes s'est éteint dans sa grotte alpine, il y a environ 24 000 ans, il n'y avait personne pour le remarquer. Pas de témoins, pas d'épitaphe, juste le silence de la grotte et les ossements qui commençaient lentement à se fossiliser dans la boue calcaire, attendant que quelqu'un vienne les retrouver, des dizaines de millénaires plus tard. Il y a 250 ans, un homme descend dans une grotte. Nous sommes en 1778. L'endroit s'appelle Zollitenhöhle, la grotte aux os de pierre, dans la région de Franconie en Bavière. Johann Friedrich Esper, pasteur luthérien et naturaliste amateur, explore ces cavités calcaires depuis plusieurs années. Il cherche des fossiles. Il en trouve. Mais ce qu'il découvre cette année-là dans les profondeurs de la grotte le laisse perplexe. Des ossements gigantesques, des crânes d'une taille qu'il n'a jamais vue, des mâchoires armées de dents imposantes, des os des membres d'une robustesse extraordinaire. Esper publie ses découvertes en 1764, quelques années plus tôt en réalité, car ses premières explorations de la grotte datent de cette époque. Il décrit des restes qu'il attribue avec hésitation à des ours, mais des ours d'une taille bien supérieure à tout ce que la zoologie de son époque connaît. Il se demande si ces créatures existent encore quelque part dans les contrées lointaines de la Sibérie ou de l'Amérique du Nord. L'idée qu'une espèce entière puisse avoir disparu est encore difficile à accepter pour la science du XVIIIe siècle. L'extinction est un concept philosophiquement inconfortable. Elle implique que la création divine est imparfaite, que des œuvres de Dieu peuvent être effacées de la surface de la Terre. Beaucoup de naturalistes préfèrent croire que les animaux aux ossements mystérieux vivent encore quelque part, dans des régions inexplorées. Il faut attendre Georges Cuvier pour que les choses changent. Cuvier est l'un des plus grands esprits scientifiques de son époque. Anatomiste comparatif de génie, fondateur de la paléontologie en tant que discipline scientifique rigoureuse, il est le premier à démontrer systématiquement que certaines espèces ont bel et bien disparu, que l'extinction est un phénomène réel, documentable, irréfutable. En 1798, il publie une description formelle des ossements d'ours des grottes européennes et établit qu'il s'agit d'une espèce distincte, différente de tous les ours vivants connus. Il lui donne le nom d'Ursus spelaeus, l'ours des cavernes. C'est le début d'une histoire scientifique fascinante. Une histoire qui dure depuis plus de 2 siècles et qui n'est pas terminée. Parce que chaque nouvelle génération de chercheurs a apporté de nouveaux outils, de nouvelles méthodes, de nouvelles questions. Et chaque nouvelle génération a découvert quelque chose que la précédente n'avait pas vu. Les naturalistes du XIXe siècle ont cartographié la distribution géographique d'Ursus spelaeus à travers les gisements européens, révélant l'étendue extraordinaire de son aire de répartition, des îles britanniques jusqu'au Caucase, des plaines d'Europe centrale jusqu'aux Balkans. Les anatomistes ont décrit sa morphologie en détail, comparé ses os à ceux des ours vivants, commencé à reconstituer sa biologie. Puis est venue la révolution de la datation radiométrique. En 1949, Willard Libby développe la méthode du carbone 14. Pour la première fois dans l'histoire de la science, il devient possible de dater directement les matériaux organiques, os, charbon, coquilles, avec une précision mesurée en centaines ou en milliers d'années plutôt qu'en millions. Cette révolution transforme immédiatement la paléontologie. On peut enfin placer les ossements d'ours des cavernes dans un calendrier précis, mesurer les durées, comparer les âges des sites, reconstituer la chronologie de l'extinction. Les premières datations au carbone 14 sur des ossements d'Ursus spelaeus donnent des résultats qui surprennent même les chercheurs. Les sites les plus récents, en Autriche, en Suisse, dans les Alpes italiennes, livrent des dates regroupées autour de 24 à 27 000 ans. Ce qui signifie que l'ours des cavernes a survécu beaucoup plus longtemps que ce que beaucoup pensaient. Il était encore présent en Europe pendant la phase d'expansion maximale des populations humaines du Paléolithique supérieur. Cette contemporanéité prolongée avec Homo sapiens devient l'une des questions centrales de la recherche sur Ursus spelaeus. Puis vient une autre révolution, la biologie moléculaire. En 2001, une équipe internationale publie dans la revue Molecular Biology and Evolution les premières séquences d'ADN mitochondrial extraites d'ossements d'ours des cavernes. C'est un exploit technique considérable.
extraire de l'ADN intact de matériaux vieux de dizaines de milliers d'années, dans des conditions où la dégradation moléculaire devrait avoir tout détruit. Mais les techniques de la PCR, réaction en chaîne par polymérase, permettent d'amplifier même les fragments les plus minuscules, de les multiplier suffisamment pour être lus et analysés. Les résultats de cette première étude moléculaire confirment qu'Ursus spelaeus est bien une espèce distincte des ours bruns actuels, avec une divergence évolutive estimée à environ 1 200 000 ans. Mais il révèle aussi quelque chose d'inattendu. Des traces d'hybridation ancienne entre l'ours des cavernes et l'ours brun. L'hybridation. Ce mot va revenir de plus en plus souvent dans les recherches sur Ursus spelaeus au cours des 2 décennies suivantes. En 2019, une étude publiée dans la revue Nature Ecology and Evolution par une équipe menée par Axel Barlow utilise les techniques du séquençage de génomes entiers, la lecture complète de l'ensemble du code génétique, sur des spécimens d'ours des cavernes et d'ours bruns anciens et modernes. Les résultats sont remarquables. Ils montrent que des échanges génétiques entre les 2 espèces ont eu lieu à plusieurs reprises au cours du Pléistocène. Pas des accidents isolés, mais des flux génétiques répétés, bidirectionnels, qui ont laissé des traces mesurables dans les génomes des 2 lignées. Ce que cela signifie en termes biologiques est fascinant. 2 espèces que l'on pensait séparées hermétiquement se sont en réalité croisées, mélangées, échangées des gènes sur des centaines de milliers d'années. Leurs territoires se chevauchaient, leurs individus se rencontraient, et parfois, pas souvent mais parfois, ils produisaient une descendance fertile. Cela redessine notre vision d'Ursus spelaeus. Ce n'est pas une espèce isolée dans sa bulle évolutive, coupée du reste du monde des ours. C'est une espèce connectée, en dialogue génétique permanent avec ses proches parents. Et puis, il y a la question des sous-espèces. Pendant longtemps, Ursus spelaeus a été traité comme une espèce monolithique, une entité homogène répartie sur tout le continent européen. Mais les analyses morphométriques et génétiques accumulées depuis les années 2000 ont progressivement révélé une réalité plus complexe. Il existe en réalité plusieurs formes distinctes d'ours des cavernes, avec des différences anatomiques et génétiques suffisantes pour justifier une distinction taxonomique. La forme classique, Ursus spelaeus spelaeus, est la plus répandue, occupant l'Europe centrale et méridionale. Mais dans les régions alpines occidentales, notamment dans les Alpes franco-italiennes et les Pyrénées, vit une forme distincte, Ursus spelaeus ladinicus, décrite formellement en 2010 par des chercheurs italiens. Plus petite, avec des différences morphologiques subtiles dans la structure du crâne et des dents. Et dans le Caucase, une 3e forme, Ursus spelaeus caucasicus, dont les populations semblent avoir survécu légèrement plus longtemps que leurs cousines européennes, peut-être grâce à l'isolement relatif de cette région montagneuse. Cette diversité intraspécifique est importante. Elle signifie que l'extinction d'Ursus spelaeus n'a pas été un événement unique et simultané. C'était une série d'extinctions locales, de populations régionales s'effaçant les unes après les autres, certaines plus tôt, d'autres plus tard, chacune sous l'effet d'une combinaison légèrement différente de pressions environnementales et biologiques. C'est une image plus nuancée, plus tragique peut-être dans sa lenteur. Mais c'est dans les années 2010 que la recherche sur Ursus spelaeus connaît sa révolution la plus spectaculaire. Une révolution qui vient non pas des grottes européennes, mais des laboratoires de génétique de pointe, et qui remet en question certaines des certitudes les mieux établies sur la cause de l'extinction. En 2019, une équipe de chercheurs de l'université de Tübingen, dirigée par Johannes Krauss, publie dans la revue Science Advances une analyse génomique et isotopique de grande envergure sur des populations d'ours des cavernes s'étalant sur les 40 000 dernières années de l'existence de l'espèce. L'objectif est de reconstituer non seulement la généalogie des populations, mais aussi leurs tailles effectives, c'est-à-dire le nombre d'individus reproducteurs actifs à chaque génération. Les résultats sont dévastateurs pour la thèse d'une extinction principalement causée par les humains. Les tailles de population effectives d'Ursus spelaeus commencent à décliner de manière significative il y a environ 40 000 ans, ce qui correspond bien à l'arrivée d'Homo sapiens en Europe. Mais l'analyse des génomes révèle que ce déclin est accompagné de signes clairs d'un appauvrissement alimentaire progressif.
une modification des signatures isotopiques compatible avec une diminution de la qualité et de la quantité des ressources végétales disponibles. En d'autres termes, les ours des cavernes mouraient de faim. Pas uniquement à cause des humains, à cause du froid, à cause de la disparition de leurs habitats alimentaires, et peut-être aussi à cause d'une spécialisation évolutive trop poussée qui les rendait incapables de s'adapter à un monde en train de changer trop vite. Voilà la question qui hante la recherche actuelle sur Ursus spelaeus, un animal trop spécialisé pour survivre à un monde changeant, trop dépendant d'un type précis d'habitat, trop lié aux grottes, trop lié à la végétation des zones tempérées fraîches, trop lié à un équilibre climatique délicat qui s'effondrait sous ses pattes. Et au mauvais moment, dans ce monde déjà fragile, arrive une espèce nouvelle. Une espèce adaptable, opportuniste, intelligente, capable de modifier son comportement en quelques générations plutôt qu'en quelques millénaires. Homo sapiens n'a peut-être pas tué l'ours des cavernes avec ses lances. Il a peut-être simplement occupé l'espace que l'ours des cavernes n'avait plus la force de défendre. Et c'est une idée qui devrait nous faire réfléchir longuement. Revenons une dernière fois dans la grotte. Pas pour y chercher des ossements, pas pour y mesurer des crânes ou y prélever des échantillons d'ADN. Revenons-y pour quelque chose de différent. Pour essayer de comprendre ce que l'ours des cavernes représentait pour les hommes qui partageaient son monde. Pour tenter de saisir la dimension symbolique, spirituelle, presque mythologique de cette créature dans l'imaginaire des premières sociétés humaines d'Europe. Parce que l'ours des cavernes n'était pas seulement un concurrent, pas seulement une source occasionnelle de viande et de fourrure. Il était quelque chose d'autre, quelque chose de plus grand. Et les preuves de cette relation complexe sont gravées dans la pierre, peintes sur les parois, disposées dans l'obscurité des grottes, avec une intention que 24 000 ans n'ont pas suffi à effacer. Commençons par la grotte Chauvet, Ardèche, France, 3 décembre 1994. 3 spéléologues, Jean-Marie Chauvet, Eliette Brunel et Christian Hiller, explorent un réseau de galeries dans les falaises calcaires qui dominent les gorges de l'Ardèche. Ils sentent un courant d'air froid s'échapper d'un éboulis. Ils dégagent l'ouverture. Ils se glissent à l'intérieur. Ce qu'ils découvrent va bouleverser la compréhension de l'art préhistorique et de la cognition humaine ancienne. Des peintures. Des centaines de peintures. Des représentations d'animaux d'une précision, d'un dynamisme, d'une maîtrise artistique absolument stupéfiante. Des rhinocéros laineux qui s'affrontent. Des lions des cavernes qui chassent en groupe. Des mammouths, des aurochs, des chevaux, des bisons et des ours. La grotte Chauvet contient plusieurs représentations d'ours, des silhouettes tracées au charbon de bois sur la calcite blanche des parois, avec cette maîtrise du trait et du volume qui caractérise les artistes du Paléolithique supérieur aurignacien. Ces représentations sont datées à environ 36 000 ans avant notre ère, ce qui en fait parmi les œuvres d'art figuratif les plus anciennes jamais découvertes. Mais ce n'est pas seulement les peintures qui font de Chauvet un site exceptionnel pour comprendre la relation homme-ours. C'est le crâne. Au centre d'une salle profonde de la grotte, posée sur un rocher plat qui fait office de socle naturel, les explorateurs ont trouvé un crâne d'ours des cavernes. Un crâne adulte, massif, avec ses arcades proéminentes et ses canines intactes. Il n'est pas tombé là par accident. Il n'a pas été déposé là par un autre ours, ni par un glissement sédimentaire. Il a été placé là, délibérément, par des mains humaines. L'analyse de la position du crâne, des sédiments environnants et du contexte stratigraphique, publiée par Jean-Michel Geneste et son équipe dans la revue Antiquity, confirme le caractère intentionnel du dépôt. Le crâne a été orienté vers l'entrée de la salle, comme pour surveiller l'espace. Autour du rocher socle, d'autres ossements d'ours des cavernes sont éparpillés sur le sol, mais le crâne, lui, occupe une position centrale, surélevée, théâtrale. Qu'est-ce que cela signifie ? Les archéologues débattent depuis 30 ans. Certains y voient un acte rituel, une offrande, une mise en scène votive liée à un culte de l'ours. D'autres préfèrent des explications plus pragmatiques, un marquage territorial, une façon d'affirmer la domination humaine sur l'espace souterrain en exposant le crâne de son ancien. D'autres encore invoquent simplement la curiosité humaine, l'instinct de collectionner, d'arranger, de mettre en scène. Mais quelle que soit l'interprétation, un fait demeure. Des humains vivants il y a 36 000 ans ont jugé important de prendre un crâne d'ours des cavernes et de le placer au cœur de leur espace le plus chargé de sens. Ce n'est pas un geste anodin,
C'est un geste qui dit quelque chose sur la place qu'occupait cet animal dans leur vision du monde. Et Chauvet n'est pas un cas isolé. Dans la grotte de Wildenmann-Lieslock en Suisse, dans plusieurs sites pyrénéens, dans des grottes des Carpates et des Balkans, les archéologues ont retrouvé des arrangements similaires. Des ossements d'ours des cavernes disposés de manière qui semble intentionnelle, parfois associés à des foyers, parfois à des outils lithiques, parfois simplement posés dans des positions qui défient l'explication naturaliste simple. Cette accumulation de données a nourri, au cours du XXe siècle, une théorie fascinante et controversée, celle du culte de l'ours des cavernes. La théorie a été formulée dans sa version la plus élaborée par l'archéologue Andreas Kirle dans les années 1920, puis reprise et développée par Joseph Maringer et d'autres chercheurs dans les décennies suivantes. Selon cette théorie, les hommes du Paléolithique moyen et supérieur pratiquaient des rituels complexes centrés sur l'ours des cavernes. Des rites de chasse, les cérémonies de propitiation, peut-être des croyances en une puissance spirituelle associée à cette créature colossale. Cette théorie a connu un succès considérable dans la culture populaire. Elle a alimenté des romans, des films, des reconstitutions muséographiques. L'image de l'homme préhistorique vénérant l'ours des cavernes comme une divinité tutélaire est devenue un topos culturel puissant. Mais la science moderne l'a sévèrement nuancé. À partir des années 1980, plusieurs archéologues ont soumis les preuves du supposé culte de l'ours à une analyse taphonomique rigoureuse, et les résultats ont été souvent décevants pour les partisans de la théorie rituelle. Dans de nombreux cas, les arrangements osseux qui semblaient intentionnels se sont révélés explicables par des processus naturels. Des courants d'eau souterrains qui déplacent et regroupent les ossements, des effondrements de sédiments qui créent des concentrations apparentes, des comportements des ours eux-mêmes qui expliquent certaines positions. L'archéologue Francesco De Rico, dans ses travaux publiés dans le Journal of Human Evolution dans les années 2000, a été particulièrement sévère envers les interprétations rituelles non étayées. Il a montré que la plupart des sites invoqués comme preuve d'un culte de l'ours peuvent s'expliquer sans recourir à l'hypothèse rituelle. Mais, et c'est crucial, il a aussi reconnu que certains cas résistent à ces explications naturalistes. Le crâne de Chauvet en est l'exemple le plus fort. La position, le contexte, l'intentionnalité du geste semblent difficiles à nier. La vérité est probablement nuancée. Pas un culte organisé, codifié, institutionnalisé, mais une relation chargée de sens entre les humains du Paléolithique et cette créature extraordinaire qui partageait leurs espaces souterrains. Une relation faite de crainte, de respect, d'admiration peut-être. Une relation qui laissait parfois des traces dans le monde matériel, un crâne posé sur un rocher, une silhouette tracée sur une paroi, sans nécessairement constituer une religion structurée. Car il faut imaginer ce que représentait l'ours des cavernes pour un chasseur-cueilleur du Paléolithique supérieur. Imaginez-vous entrer dans une grotte à la lueur d'une lampe à graisse animale. L'obscurité est totale au-delà du cercle de lumière vacillante. L'air est froid, humide, chargé d'une odeur minérale et organique mêlée. Et au fond d'un couloir étroit, dans l'obscurité, vous entendez quelque chose respirer. Un souffle lent, profond, puissant. Un souffle qui fait vibrer l'air comme celui d'un soufflet de forge. Vous levez votre lampe, et dans la lueur orangée, vous voyez une masse sombre, immobile. Un être d'une taille que vous n'avez jamais vu de si près. Un être dont la tête seule est aussi grande que votre torse, dont les griffes, reposant sur la roche, sont aussi longues que vos doigts. Il dort. Il ne vous a pas encore senti. Mais s'il se réveille, s'il se lève, s'il se dresse sur ses pattes arrière dans cet espace confiné, aucune lance, aucune technique de chasse, aucune tactique de groupe ne vous sauverait. Cette créature, vous avez besoin de cette grotte. Et cette créature a besoin de cette grotte. Et entre vous deux, il n'y a que la flamme vacillante d'une lampe à graisse et votre propre souffle retenu. Comment ne pas être marqué à jamais par cette rencontre? Comment ne pas chercher à comprendre cet être, à le représenter, à le nommer, à lui conférer une signification dans l'ordre du monde? Les anthropologues qui étudient les sociétés de chasseurs-cueilleurs actuelles et historiques ont documenté de manière répétée une tendance profondément humaine à attribuer une signification symbolique et spirituelle aux grands animaux qui partagent l'espace vital, particulièrement ceux qui peuvent être à la fois proie et prédateurs, à la fois ressource et menace. L'ours, dans de nombreuses cultures circumpolaires et forestières actuelles, occupe une place symbolique exceptionnelle.
Il est perçu comme un être intermédiaire entre le monde animal et le monde humain, comme un ancêtre, comme un maître des animaux, comme une incarnation de force naturelle fondamentale. Il est tentant, et peut-être raisonnable, de projeter une dimension similaire sur la relation entre les humains du Paléolithique et l'ours des cavernes. Pas comme certitude scientifique, mais comme hypothèse de travail, comme ligne d'interprétation plausible, ancrée dans la comparaison ethnographique et dans les données matérielles disponibles. Et cette dimension symbolique ajoute une couche de complexité troublante à la question de l'extinction. Si l'ours des cavernes occupait une place si chargée dans l'imaginaire des premiers Européens, si sa présence était intégrée dans leur vision du monde, dans leurs rituels, dans leur art, alors sa disparition n'était pas seulement un événement écologique. C'était une perte culturelle, une fracture dans le tissu symbolique d'un monde. Les hommes qui ont peint l'ours sur les parois de Chauvet il y a 36 000 ans vivaient encore dans un monde où cet animal existait, respirait, hibernait dans les grottes obscures. Leurs arrière-petits-enfants, 5000 ans plus tard, vivaient peut-être dans un monde où l'ours des cavernes commençait à se raréfier, où certaines régions ne résonnaient plus de son passage, où certaines grottes autrefois marquées de ses griffures restaient silencieuses d'un hiver à l'autre. Ont-ils remarqué cette disparition progressive? L'ont-ils ressenti comme une perte, ou simplement comme un changement dans le paysage, parmi d'autres changements dans un monde en perpétuelle transformation? Nous ne le saurons jamais. Mais l'ours continue de vivre sur les parois de Chauvet, tracé au charbon de bois par une main humaine il y a 36 000 ans, dans l'obscurité absolue d'une galerie calcaire, immobile pour l'éternité, préservé par l'obscurité et le silence du monde souterrain. Pendant que dehors, dans le monde de lumière et de vent, son espèce s'éteignait lentement. 24 000 ans. C'est le gouffre qui nous sépare du dernier ours des cavernes. Une durée si immense qu'elle résiste à toute tentative de visualisation intuitive. 24 000 ans avant notre ère, la France du Paléolithique supérieur comptait peut-être quelques dizaines de milliers d'habitants. L'agriculture n'existait pas. Les premières villes n'existaient pas. L'écriture n'existait pas. Tout ce que nous appelons civilisation, les temples, les codes de loi, les philosophies, les empires, les cathédrales, les universités, les révolutions industrielles, tout cela était encore enfoui dans un futur aussi lointain et inconnaissable que le Pléistocène l'est pour nous. Et pourtant quelque chose de l'ours des cavernes a survécu à ce gouffre vertigineux. Pas dans la chair, pas dans le sang, mais dans la pierre, dans les gènes, dans les mots, dans les mythes. Commençons par ce qui est le plus concret, les ossements. Les grottes d'Europe conservent encore, dans leur profondeur, des millions d'ossements d'Ursus spelaeus que personne n'a encore fouillés, analysés, datés. La science paléontologique n'a exploré qu'une fraction de ce patrimoine fossile extraordinaire. Chaque année, de nouvelles grottes sont découvertes. Chaque année, de nouveaux spécimens émergent de la boue calcaire dans laquelle ils reposent depuis des dizaines de milliers d'années. En 2022, une équipe de chercheurs roumains a annoncé la découverte dans la grotte Koliboaia, dans les monts Apuseni, d'un assemblage exceptionnel d'ossements d'ours des cavernes, associés à des peintures rupestres du Paléolithique supérieur. Une nouvelle intersection entre le monde des hommes et celui des ours, dans un contexte archéologique remarquablement bien préservé. Les analyses sont en cours. Les résultats pourraient apporter de nouveaux éléments au débat sur la chronologie et les causes de l'extinction. Parce que ce débat n'est pas clos, loin de là. La question de la responsabilité humaine dans la disparition d'Ursus spelaeus reste l'une des plus controversées de la paléoécologie du Pléistocène. Et elle l'est d'autant plus que ses implications dépassent largement le cas particulier d'un seul ours préhistorique. Car l'ours des cavernes n'est pas seul dans cette histoire. Il partage son sort avec une longue liste d'autres grands mammifères qui ont disparu au cours du Pléistocène tardif et du début de l'Holocène, les 10 000 dernières années. Le mammouth laineux, le rhinocéros laineux, le lion des cavernes, le mégacéros au bois gigantesque, le cheval sauvage européen, l'aurochs dans sa forme originelle, la hyène des cavernes. Cette vague d'extinction, que les chercheurs appellent l'extinction de la mégafaune du Pléistocène, a éliminé en quelques millénaires une proportion remarquable des grands animaux terrestres qui peuplaient la planète. Et partout où l'on regarde, partout où ces extinctions ont eu lieu, on retrouve la même coïncidence temporelle troublante.
l'arrivée d'Homo sapiens. En Australie, la mégafaune disparaît il y a environ 46 000 ans, peu après l'arrivée des premiers humains sur le continent. En Amérique du Nord et du Sud, les extinctions massives surviennent il y a environ 13 000 ans, précisément au moment où les populations humaines traversent le détroit de Bering et colonisent rapidement les deux continents. Dans les îles du Pacifique, Madagascar, la Nouvelle-Zélande, partout la même corrélation. La thèse de l'overkill, la chasse excessive comme cause principale des extinctions de la mégafaune, a été formulée dans sa version moderne par le paléontologue Paul Martin dès les années 1970. Selon Martin, les grands animaux qui n'avaient jamais évolué en présence de chasseurs humains n'avaient aucune défense comportementale contre cette nouvelle menace. Ils n'avaient pas appris à fuir, à se méfier, à éviter les bipèdes armés. Ils étaient, dans le vocabulaire des biologistes de la conservation moderne, naïvement confiants. Naïvement confiants face à une espèce capable de planifier une chasse, de coordonner une battue, de fabriquer des outils projetables à distance et de transmettre des techniques de chasse de génération en génération par l'apprentissage culturel. Mais la thèse de l'overkill est contestée, vigoureusement, par des paléoclimatologues qui soulignent la coïncidence tout aussi frappante entre les extinctions et les bouleversements climatiques de la fin du Pléistocène. Par des archéologues qui notent l'insuffisance des preuves directes de chasse intensive. Par des modélisateurs qui montrent que dans certains scénarios, le seul impact climatique suffit à expliquer les extinctions sans invoquer la chasse humaine. La réalité est presque certainement quelque part au milieu. Une combinaison de facteurs. Un jeu de pression simultanée dans lequel il est difficile d'isoler la contribution spécifique de chacune. Et c'est précisément ce que le cas d'Ursus spelaeus illustre avec une clarté troublante. Parce que tout ce que nous savons sur l'ours des cavernes, sa spécialisation alimentaire extrême, sa dépendance aux grottes pour survivre à l'hiver, sa reproduction lente, sa vulnérabilité au stress démographique même modéré, tout cela dessine le portrait d'un animal déjà fragile, avant même que le premier Homo sapiens pose le pied en Europe. Un animal dont l'extinction était peut-être inévitable à long terme, sous la pression du refroidissement climatique et de la contraction de ses habitats alimentaires. Mais dont l'extinction a peut-être été précipitée, accélérée, rendue irréversible par l'arrivée d'une espèce nouvelle qui n'avait pas besoin de tuer l'ours pour le condamner, qui avait juste besoin d'occuper l'espace. Et c'est là que l'histoire d'Ursus spelaeus cesse d'être uniquement une histoire sur le passé. Parce que ce schéma, une espèce spécialisée, déjà fragilisée par des changements environnementaux, dont le déclin est précipité par la pression d'une expansion humaine, qui n'a pas besoin d'être délibérément destructrice pour être dévastatrice, ce schéma, nous le voyons se répéter aujourd'hui. Pas dans les grottes du Pléistocène, dans les forêts de Bornéo, dans les savanes d'Afrique, dans les récifs coralliens, dans les toundras arctiques, dans les zones humides des deltas fluviaux. Les grands pandas, les rhinocéros de Sumatra, les gorilles des montagnes, les tigres de l'Amour, autant d'espèces hautement spécialisées, déjà fragilisées par des siècles de pression humaine, dont les populations résiduelles sont suspendues à un équilibre aussi précaire que celui des dernières populations d'ours des cavernes il y a 26 000 ans. Nous ne les chassons pas toujours directement. Parfois, nous nous contentons d'occuper leur espace, de fragmenter leurs habitats, de modifier leur alimentation, de perturber leur cycle reproducteur, et de regarder leur population s'éroder, génération après génération, dans une spirale d'extinction que les biologistes de la conservation appellent, avec une précision glaçante, le vortex d'extinction. Ursus spelaeus n'a pas su nous laisser de témoignage direct. Il n'avait pas le langage pour nous dire ce qu'il ressentait, tandis que son monde se rétrécissait. Mais ses ossements sont là. Ses griffures sont gravées dans la pierre des grottes. Son crâne repose sur un rocher au fond de la grotte Chauvet, dans l'obscurité absolue, depuis 36 000 ans. Et quelque chose de lui a survécu d'une autre manière encore, dans les gènes. Les études génomiques les plus récentes, notamment les travaux publiés en 2022 dans la revue Current Biology par une équipe internationale incluant des chercheurs de l'Institut Max Planck d'anthropologie évolutive de Leipzig, montrent que des fragments du génome d'Ursus spelaeus persistent dans les génomes des ours bruns modernes. Des séquences génétiques héritées des épisodes d'hybridation ancienne entre les deux espèces
transmises de génération en génération à travers les millénaires, présentes aujourd'hui dans l'ADN des ours bruns qui peuplent les forêts d'Europe, de Sibérie et d'Amérique du Nord. L'ours des cavernes n'est pas entièrement mort. Une partie infime de lui, quelques fragments de code génétique, quelques séquences porteuses peut-être de traits adaptatifs anciens, continuent de vivre dans ses descendants collatéraux. C'est une idée à la fois réconfortante et mélancolique, comme une voix lointaine qui parvient encore à travers des millénaires de silence. Et puis, il y a les mots, les mythes, les noms. L'ours occupe une place extraordinaire dans la mythologie et le folklore des peuples d'Europe et d'Asie du Nord. Dans des dizaines de langues indo-européennes, le nom de l'ours a subi un traitement linguistique unique, un tabou de nom. Les linguistes ont reconstitué que le mot proto-indo-européen originel pour désigner l'ours était vraisemblablement quelque chose comme H2 retros, une forme que l'on retrouve dans le latin Ursus, le grec Arctos, le sanskrit riksha. Mais dans les langues germaniques, anglais bear, allemand bear, néerlandais beer, suédois björn, le mot originel a été remplacé par un terme qui signifie littéralement le brun, l'animal brun. Un substitut, un euphémisme, comme si prononcer le vrai nom de l'animal était dans ce tabou linguistique que les anthropologues ont documenté dans de nombreuses cultures de chasseurs-cueilleurs à travers le monde en relation avec les animaux les plus puissants et les plus redoutés, pourrait être un écho lointain, très lointain, distordu par des millénaires de transmission orale, d'une époque où un ours vraiment redoutable peuplait les forêts et les grottes d'Europe. Pas une preuve, une hypothèse, une ligne de continuité possible entre le monde du Pléistocène et le nôtre. Mais une ligne qui traverse le temps comme une fissure dans la roche calcaire d'une grotte, invisible à première vue, mais là, persistante, traçant un chemin entre deux mondes séparés par 24 000 ans de silence. Alors voilà l'histoire d'Ursus spelaeus, l'ours des cavernes, un règne de 225 000 ans sur les paysages glaciaires de l'Europe. Une anatomie extraordinaire façonnée par des centaines de milliers de générations d'adaptation à un monde de glace et de forêt. Une relation profonde et ambiguë avec les grottes qui étaient à la fois son foyer, sa nurserie et son tombeau. Une fin progressive, érodée par le froid, la faim et la présence silencieuse d'une espèce nouvelle qui n'avait pas besoin de le vaincre pour le condamner. Et une absence qui dure depuis 24 000 ans. Une absence que nous sentons encore, obscurément, dans les mythes et les mots et les peintures rupestres que nos ancêtres ont laissés sur les parois des grottes. L'ours des cavernes n'a pas perdu une guerre au sens militaire du terme. Il n'a pas été écrasé dans une bataille décisive. Il a perdu quelque chose de plus insidieux, de plus lent, de plus difficile à contester. Il a perdu sa place. Et la question que cette histoire nous pose, silencieusement depuis le fond des grottes, depuis les ossements fossilisés et les griffures dans la calcite, la question est simple et terrible à la fois. Combien d'autres espèces sont en train de perdre leur place aujourd'hui? Et que feront les paléontologues du futur, dans 24 000 ans, quand ils fouilleront les archives géologiques de notre époque et chercheront à comprendre ce qui s'est passé ici? Que liront-ils dans les eaux? Il existe une grotte dans les Alpes autrichiennes dont je n'ai pas encore parlé. Elle s'appelle Drachenhöhle, la grotte du dragon. Elle se trouve près de la ville de Mixnitz, dans la région de Styrie, à environ 1000 mètres d'altitude, sur un versant boisé qui domine la vallée de la Mure. Les habitants de la région la connaissent depuis des siècles. Ils en extrayaient autrefois les ossements fossilisés pour les vendre comme remèdes médicinaux. Des os de dragon, croyaient-ils, dotés de vertus curatives. Ce qu'ils broyaient et vendaient comme poudre médicinale, c'étaient les ossements d'Ursus spelaeus. Des dizaines de tonnes d'ossements ont ainsi disparu avant que la science comprenne ce qu'ils étaient vraiment. Des archives irremplaçables, pulvérisées et dispersées dans les pharmacies et les marchés du XIXe siècle. Une bibliothèque de pierre détruite avant même d'être lue. Cette histoire, cette perte absurde et irréversible, me semble être la métaphore parfaite de notre rapport à ce qui disparaît. Nous détruisons avant de comprendre, nous effaçons avant de savoir lire. Mais Drachenhöhle a quand même livré quelque chose d'extraordinaire. Malgré les siècles d'extraction incontrôlée, malgré les dizaines de tonnes emportées, les fouilles scientifiques menées au XXe siècle
ont encore retrouvé les restes de plus de 30 000 individus dans cette seule grotte. 30 000. Accumulés sur des dizaines de milliers d'années, génération après génération, dans l'obscurité calcaire de ce versant alpin. C'est dans cette grotte, en 2016, qu'une équipe de chercheurs de l'Université de Vienne a réalisé quelque chose d'extraordinaire. En utilisant des techniques de séquençage génomique de 3e génération, capables de lire des fragments d'ADN dégradés d'une longueur inférieure à 50 paires de bases, ils ont réussi à extraire et reconstituer des séquences génomiques complètes de plusieurs individus datés entre 40 000 et 25 000 ans. Ce qu'ils ont trouvé dans ces séquences a ajouté une nouvelle dimension à notre compréhension de l'extinction. Les individus des niveaux les plus récents, ceux datés entre 28 000 et 25 000 ans, les derniers représentants de la population locale, montrent des signes génomiques clairs de consanguinité croissante. La diversité génétique intrapopulationnelle chute de manière spectaculaire dans les dernières générations. Les individus se ressemblent de plus en plus génétiquement, partageant des haplotypes qui auraient dû être rares dans une population saine. Ce que cela signifie en termes biologiques est brutal. Les dernières populations d'ours des cavernes de Styrie étaient en train de s'effondrer démographiquement. Elles se reproduisaient entre individus apparentés faute d'une diversité suffisante de partenaires potentiels. La dépression de consanguinité, l'accumulation de mutations délétères que la sélection naturelle ne parvient plus à éliminer dans une population trop petite, commençaient à miner leur vitalité de l'intérieur. C'est le dernier acte du vortex d'extinction. Quand une population tombe en dessous d'un seuil critique, elle entre dans une spirale dont il est presque impossible de sortir, même si toutes les pressions extérieures cessaient simultanément. La dynamique interne de la démographie génétique prend le relais et achève ce que le climat et la compétition ont commencé. Les derniers ours des cavernes de Drakenhöhle ne mouraient pas seulement de froid et de faim. Ils mouraient d'isolement génétique, d'une solitude démographique inscrite dans leurs chromosomes. C'est une image d'une tristesse particulière et d'une familiarité troublante, parce que c'est exactement ce que les biologistes de la conservation observent aujourd'hui dans les populations résiduelles de grands mammifères menacés. Les tigres de l'amour, les guépards d'Afrique australe, les lions d'Asie du parc de Gir, des espèces dont les populations ont été réduites à quelques centaines, parfois quelques dizaines d'individus, et qui portent dans leur génome les cicatrices de cet étranglement démographique, une diversité génétique appauvrie, une vulnérabilité accrue aux maladies, une fertilité réduite, une espérance de vie diminuée. La biologie de la conservation moderne a un nom pour ce phénomène, l'effet fondateur extrême, ou l'étranglement génétique. Et elle sait maintenant, avec une précision que les chercheurs de Vienne ont contribué à affiner grâce aux données de l'ours des cavernes, à partir de quel seuil une population bascule dans une dynamique dont elle ne peut plus se relever seule. L'ours des cavernes est ainsi devenu, de manière posthume, un outil scientifique pour comprendre et peut-être prévenir les extinctions d'aujourd'hui. Ces ossements fossilisés, ces fragments d'ADN extraits avec des techniques qui auraient relevé de la science-fiction il y a 50 ans, tout cela alimente des modèles, des théories, des stratégies de conservation qui sont appliquées aujourd'hui à des espèces vivantes. Il nous apprend encore. Depuis ces grottes silencieuses, depuis ces ossements fossilisés, depuis ces brins d'ADN fragmentés et recollés par des mains de chercheurs, il nous apprend encore. Et ce n'est pas... En 2023, une étude publiée dans la revue Current Biology par une équipe internationale coordonnée par Love Dahlen du Musée d'histoire naturelle de Stockholm a utilisé des données génomiques d'ours des cavernes pour mettre au point une nouvelle méthode de datation de l'extinction des populations locales. Une méthode basée sur la mesure de la diversité génétique résiduelle dans les derniers individus connus d'une région donnée. Cette méthode, que ses auteurs appellent l'horloge génomique d'extinction, permet de détecter les signes avant-coureurs d'une extinction imminente dans les données génétiques d'une population, avant même que les effectifs ne deviennent critiquement bas. C'est potentiellement révolutionnaire pour la conservation. Parce que cela signifie qu'avec un simple échantillon de sang ou de tissu, on pourrait détecter si une population sauvage est déjà entrée dans la spirale génétique de l'extinction et agir avant qu'il soit trop tard. Une méthode née de l'étude des ossements d'un ours mort depuis 24 000 ans. Appliquée à des animaux vivants aujourd'hui, le passé qui guide le présent pour protéger l'avenir. Mais laissez-moi vous emmener une dernière fois dans la grotte.
Pas dans celle de Mixnitz, pas dans celle de Chauvet. Dans une grotte imaginaire, composite, idéale, construite à partir de tous les sites réels que nous avons traversés ensemble dans ce voyage. Imaginez une caverne dans les Alpes, il y a 25 000 ans, milieu de l'hiver. La neige a oblitéré le monde extérieur. Le vent hurle entre les rochers. Le froid est d'une intensité que nous avons oubliée. Pas le froid d'une nuit d'hiver moderne dans une ville européenne, mais un froid arctique, un froid de glaciation, un froid qui tuerait un être humain non protégé en quelques heures. Mais dans la grotte, au fond d'un couloir étroit qui s'élargit en une chambre naturelle, il fait quelques degrés au-dessus de zéro. L'air est immobile, chargé d'une odeur forte, animale, chaude. Dans l'obscurité, une masse sombre respire lentement. Une femelle. Peut-être 700 kg avant l'hibernation, réduite maintenant à 500. Ses flancs se soulèvent et s'abaissent au rythme de 2 ou 3 respirations par minute. Son cœur bat 8 fois par minute, contre 40 en été. Elle est vivante, mais à peine, suspendue entre 2 mondes. Contre son ventre, blotti dans l'épaisseur de sa fourrure, 2 petits. Nés il y a quelques semaines, dans l'obscurité et le silence de la grotte, aveugles encore, dépendant absolument de cette masse chaude qui respire autour d'eux. Peut-être 500 grammes chacun, une infime fraction de ce qu'ils pourraient devenir, s'ils survivent. Dehors, à quelques kilomètres de là, dans un autre abri naturel moins profond, moins bien orienté, un groupe d'humains est installé autour d'un feu. Des Homo sapiens du Gravétien, cette culture paléolithique qui fleurissait en Europe entre 29 000 et 22 000 ans avant notre ère. Ils portent des vêtements cousus, des parures de coquillages et d'ivoire, des outils finement travaillés. Ils parlent, ils racontent des histoires, ils transmettent des savoirs de génération en génération avec une efficacité qu'aucun autre animal ne peut égaler. Ils ne savent pas que dans la grotte plus profonde, à quelques kilomètres, une femelle ours respire lentement dans le noir avec ses petits. Ou peut-être le savent-ils. Peut-être que l'un d'eux, chassant l'été précédent, a vu ses traces dans la neige fraîche de l'automne. Peut-être que quelqu'un dans ce groupe a peint sa silhouette sur une paroi. Peut-être que son nom, ou l'euphémisme qu'on lui donne parce que son vrai nom est trop puissant pour être prononcé, circule dans la conversation autour du feu. 2 espèces, un même paysage hivernal, une même lutte pour survivre au froid. L'une d'elles survivra à ce siècle, à ce millénaire, à la fin du Pléistocène, à la naissance de l'agriculture, des villes, des empires, à tout ce que nous appelons l'histoire humaine. Elle est encore là aujourd'hui, à lire des textes sur des écrans lumineux dans des pièces chauffées, à des températures que cet hiver de glaciation rendait inimaginables. L'autre s'éteindra, lentement, irréversiblement, sans que personne ne prononce de requiem. Mais elle laissera quelque chose derrière elle. Des ossements dans les grottes, des griffures dans la calcite, un crâne posé sur un rocher dans l'obscurité de Chauvet, des fragments de code génétique dispersés dans les génomes des ours bruns modernes, des mots tabous dans des dizaines de langues, des silhouettes tracées au charbon de bois sur des parois vieilles de 36 000 ans. Et cette histoire, que nous racontons aujourd'hui, que vous venez d'entendre. Parce que l'ours des cavernes a disparu, mais il n'est pas oublié. Et tant que nous racontons son histoire, tant que nous cherchons à comprendre ce qui lui est arrivé, et pourquoi, et ce que cela nous dit sur nous-mêmes, quelque chose de lui continue d'exister. Dans les os, dans les gènes, dans les mots, dans le noir des grottes, où sa respiration s'est tue il y a 24 000 ans, mais où l'écho de cette respiration résonne encore, si vous savez écouter. Dans les os, dans les gènes, dans les mots, dans le noir des grottes, où sa respiration s'est tue il y a 24 000 ans, mais où l'écho de cette respiration résonne encore, si vous savez écouter.